Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 Actus Ciné Sinon Rien, avec moi pour m'accompagner Moss. Bonjour tout le monde. Mais Gino. Salut à tous et surtout salut à toutes. Le principe de l'émission est simple, on commentera 3 actus qui ont secoué les réseaux sociaux, on en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer, nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. James Bond, Denis Villeneuve qui explose le box-office et les critiques de Venom 2, ça commence maintenant. Commissaire, on nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces 2 meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire? Alors pour commencer, James Bond, le studio, pense déjà plus ou moins à son remplaçant. Daniel Craig s'était déjà exprimé quant à sa relève, issue de son cycle au sein de la célèbre saga initiée par Ian Fleming, qui s'achèvera avec Mourir peut attendre. Si nous étions déjà penchés sur les candidats possibles à la succession de ce dernier, Henry Cavill, Tom Hardy ou encore Idris Elba par exemple, il semblerait que rien n'ait encore été officialisé et peut-être même décidé. La coproductrice Barbara Broccoli déclare « On n'y pense pas, nous voulons que Daniel puisse profiter d'une période de célébration. L'année prochaine, nous commençons à penser à ce qui arrivera dans le futur. » Alors messieurs, qu'attendez-vous déjà de ce dernier James Bond, de Daniel Craig, et d'ailleurs de Daniel Craig, et qui serait pour vous le meilleur acteur pour incarner Bond au cinéma, et peut-être même quel réalisateur vous verriez endosser la casquette? Dites-nous tout. Gino, je te laisse. Mais vas-y, je sais que tu es un grand fan de la saga, alors je voudrais pas mettre... Tout à fait. Ça, un grand fan là-dessus, tu peux en être certain. J'adore James Bond, c'est vraiment le personnage de fiction que je préfère au monde. Voilà. Je trouve que Daniel Craig a été un sacré acteur. Il faut quand même se remettre dans notre contexte. Nous, à notre âge, on est né, c'était Timothy Dalton qui était James Bond, et puis on a grandi avec Pierce Brosnan. Et c'est vrai que le premier véritable changement qu'on a connu, c'était Daniel Craig quand même. L'arrivée de Daniel Craig dans les années 2000, où on pouvait être sceptique un peu sur le rôle, et puis son interprétation de Casino Royale était sublime, exceptionnelle. Quand Tout au soleil, c'est un peu plus faible. Par contre, Skyfall et Spectre ont été des chefs-d'œuvre. Spectre est génial. Est-ce qu'on peut attendre du coup de Mourir peut attendre? Bien, écoute, selon ce que disent Daniel Craig et Léa Seydoux dans les interviews qu'ils peuvent donner, l'histoire va s'imbriquer complètement dans à la suite de Spectre, sachant qu'il y a quand même à la fin de Spectre, on va considérer que vous l'avez tous vu, il ne tue pas son espèce de demi-frère, donc il essaye de se repentir un peu avec tous les symboles. Vous devriez essayer un jour d'avoir une vie privée, tout ça, et il semblerait qu'il y ait des éléments avec l'agent de la CIA, Félix, je sais plus comment, Félix qui va le chat, le chat, qui va lui demander de reprendre du service. Mais il y avait toutes ces histoires aussi de souhait de vouloir avoir des renseignements mondiaux dans un seul et même fichier. Donc je ne sais pas quelle direction cela va prendre, si le personnage de Léa Seydoux, donc Madeleine Swann, va avoir un rôle important. J'espère, parce que elle avait quand même le caractère d'une femme forte qui pouvait faire réfléchir James de l'organisation 00. Donc pourquoi pas, et je pense que je vais laisser Gauthier vous laisser parler un peu déjà de ce que vous avez pensé de la saga, et puis on reviendra sur les successeurs après, si ça vous va. Ok. Ouais. Bah toi, Moss, du coup. Ouais, non. Oh bah moi je suis pas un inconditionnel de la saga comme toi, mais par contre effectivement j'aime beaucoup les James Bond de Daniel Craig, parce que je trouve qu'ils ont un peu dépoussiéré, modernisé, on va dire, le mythe.
C'est un peu à la dépoussiérer la saga, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Ouais, non, c'est parce que c'est le côté un peu plus terre à terre, un peu plus réaliste, tu vois. C'est marrant parce que bon, je fais déjà une petite ouverture sur la suite de la discussion, mais ça fait un peu la même chose que ce qu'a fait Christopher Nolan avec les Batman, tu vois, sa trilogie. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'un truc un peu plus réaliste, un peu plus terre à terre, un personnage un peu plus, disons, torturé aussi quelque part sur certains points. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup avec mes yeux d'adulte, hein, parce que c'est sûr que tu compares avec les James Bond, par exemple, de Pierce Brosnan, pardon, qui était juste avant, ça n'a rien à voir en termes de ton, mais c'est très bien. Pour le coup, c'est une proposition, donc je trouvais ça très bien. Donc moi, j'aime beaucoup cette saga globalement, et les deux derniers, effectivement, sont très très bons. Après avoir donc le prochain, qui a priori, hein, donc pas des, pour l'heure en tout cas, des critiques pas très très dithyrambiques, mais bon, faut toujours se faire son propre avis. Hein. Ça, les critiques presse, ça ne veut rien dire non plus. En tout cas, voilà, globalement, j'aime bien cette saga sans être aussi fan que toi, Don Gino, et en tout cas, mais je suis assez enthousiaste d'aller découvrir ce nouveau film, en tout cas. Je pense que ce sera quand même un très bon divertissement, comme d'habitude. Enfin, ça va être très bien produit, j'en doute pas un seul instant. Tu t'ennuies pas, c'est rythmé, mais ça sait aussi mettre des temps de pause à un James Bond. Donc ça, c'est vrai. Dans la rythmique, je trouve que c'est quelque chose de très très bien produit. Et ça s'étire pas en longueur pour s'étirer en longueur. Je trouve que il y a des cohérences, mais je reviendrai après dessus. Pas de souci. Et toi, Gauthier? C'est vrai que là, je rebondis un petit peu sur ce que Mus disait justement concernant James Bond de Pierce Brosnan, puisque c'était ma génération qui a découvert comment James Bond par l'intermédiaire de lui, en fait. Et les James Bond de Pierce Brosnan sont ce que les Batman de Joel Schumacher. C'est un peu l'idée, quoi, parce que vers la fin c'était vraiment très ridicule, beaucoup trop d'humour, et effectivement un James Bond passe trop sérieux. Je suis retombé, c'est la semaine dernière, je crois, il est repassé. Alors c'est quoi, celui avec Ali Berry, Demain ne meurt jamais. Je sais jamais. Ou meurt un autre jour. On est d'accord, c'est pas le mieux. On est d'accord. Non mais j'ai rigolé. Je l'ai vu au cinéma à l'époque, celui-là, pour l'anecdote. Et là, du coup, en retombant sur l'extrait, je me souviens plus du film, d'accord. Je retourne sur l'extrait, j'étais mort de rire parce qu'à un moment, t'as James Bond qui a assommé un méchant, si tu veux, il l'a mis dans un fauteuil roulant, et à un moment, il arrive au détour d'un couloir, il jette le méchant qui est assommé dans le fauteuil roulant, il le jette avec le fauteuil roulant, le mec tombe par terre pour distraire des gardes, et les deux gardes viennent à son chevet en mode pour prendre son pouls, etc., voir ça, si ça va, et James Bond contourne le truc pour rentrer dans la demeure et tout, et je fais... personne se demande comment un mec inconscient dans un fauteuil est arrivé comme ça, jeté au sol. Non, ça choque personne. Ça m'a fait mourir de rire. C'était un peu guignolesque. C'était trop drôle. Franchement, c'était vraiment marrant, quoi. C'est sûr, rien à voir en termes de. Je rejoins Gauthier sur le côté, comme il dit, c'est un peu à Batman, ce qui était la période Schumacher sur la période Pierce Brosnan. Je mettrai un bémol juste sur GoldenEye que je trouvais génial. Franchement, GoldenEye. GoldenEye, et il y en a un autre qui est il est un peu plus ridicule, mais je le trouve bien dans l'histoire. C'est celui sur la guerre de l'information. Demain ne meurt jamais aussi, que je trouve intéressant avec lui. Et voilà, mais sinon, oui, après, celui avec Sophie Marceau et puis celui que tu as dit avec Alberi, on est d'accord, c'est les plus faibles de la période, ça c'est certain. Après, j'ai toujours. C'est quand même marrant. Ouais, ça c'est sûr. Oui, par contre, tu passes un bon moment, c'est clair. Ouais. Oui. Après, c'est vrai que j'étais beaucoup plus Sean Connery, pour le coup. Les anciens James Bond, c'était plus cette cam-là que j'avais. Pierce Brosnan, j'avais beaucoup plus de mal. Voilà. Après, effectivement... Brosnan, je me permets de te reprendre. Brosnan. Excusez-moi. Brosnan. En tous les cas, pour moi, c'est un concours d'orthophonie, le podcast ce soir. Exactement. J'ai des difficultés de micro ce soir, mais là, en plus de ça, en l'occurrence, il y avait forcément Daniel Craig avec Casino Royale. Alors là, j'ai complètement redécouvert James Bond, puisque oui, comme vous disiez, on a complètement dépoussiéré le mythe. On est parti sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, moins de gadgets, même si, à forcerie, on avait beaucoup plus de gadgets dans Skyfall ou Spectre. Mais voilà, on était sur quelque chose de plus terre-à-terre. Un petit peu aussi comme les derniers Missions Impossibles, d'ailleurs, quand on y repense. Voilà, c'était... Oui, c'est vrai, exactement. C'est un parallèle que j'allais faire parce que
tu sais, sur le scénario de celui-là qui arrive, là, Mourir peut attendre, ça me fait quand même beaucoup penser aux dernières Missions Impossibles, où en fait, c'est le méchant du précédent qu'on a réussi à coffrer, qui finalement va être la clé pour, contrecarrer le nouveau méchant, etc. Enfin, ça fait quand même un peu, c'est pas méchant, un peu redite. Ça veut pas dire que le film va être mauvais, mais niveau originalité, sachant que Mission Impossible vient de faire ça dans son film précédent, bon voilà, je me suis dit je pouvais pas empêcher de faire l'analogie aussi dans ma tête. Mais c'est vrai que même Mission Impossible a eu un côté dépoussiéré avec Protocole Fantôme, hein, notamment. C'est cette période-là où on se dit ça y est, ça commence à être un peu mieux, quoi. Si on regarde le premier Mission Impossible, donc toujours avec Tom Cruise, vous le regardez aujourd'hui, il a extrêmement mal vieilli, quoi. Contrairement au dernier qui a été Fallout, il me semble. Très bien. Donc voilà. Mais après, voilà, j'ai beaucoup aimé Spectre, contrairement à certains. Parce qu'il n'a pas eu des J'adore Spectre. Je le préfère même à Skyfall, ce qui pour beaucoup est un peu une... je le préfère à Skyfall, mais Skyfall, c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Mais par contre, pour en revenir à ces deux-là, Spectre et Skyfall, il y a aussi le fait que sur ceux de Daniel Craig, on a réussi à retrouver aussi une période où, hormis Mathieu Amalric, on a des antagonistes, des véritables méchants qui sont... Oui. Si t'as un bon méchant, t'as un bon James Bond. Sur les Pierce Brosnan, je veux pas dire, mais Robert Carlyle, c'était faible. Il y avait qui d'autre encore il y a Sean Bean aussi sur GoldenEye, mais Sean Bean, il est bon plutôt. Mais après, sur les méchants, quand t'avais c'était Christopher Lee, je crois, qui fait L'homme au pistolet d'or avec Sean Connery, qui joue le Scaramanga, je crois que c'est lui. T'as souvent des vrais méchants, des bons méchants qui donnent la réplique et voilà, c'était un peu la faiblesse aussi des films de Pierce Brosnan qui paraissent un peu plus comiques. Et là, avec Javier Bardem et Christopher Waltz sur les deux derniers, c'était quand même ça avait de l'allure. Justement, ça me permet de rebondir sur Mourir peut attendre. Qu'est-ce que vous pensez, je sais que vous n'avez pas vu le film, mais juste dans les bandes annonces du méchant qui est Rami Malek? Je sais pas vraiment d'avis sur Rami Malek, quoi. Après, on verra s'il est bien exploité et si, j'ai envie de te dire, moi, quand je vois que Christophe Waltz est au générique, dans la distribution, il y a Javier Bardem aussi. Ce qui me fait peur, c'est que Javier Bardem, tu te doutes bien que dans la chronologie de l'histoire, ça va être des flashbacks ou des conneries comme ça. Mais Christophe Waltz, j'espère que ce sera pas un faire-valoir comme sur Spectre, on nous avait vendu que Monica Bellucci serait énormément présente dans le film. En gros, comme une actrice principale, elle est là 5 minutes, quoi. Voilà, c'est. Par contre, voilà, faut pas non plus qu'il soit dans le film à fond pour être à fond dans le film et ne pas avoir une véritable histoire à raconter avec ce méchant-là. Il y a quand même un lien fort entre les deux, quoi, entre James et donc Franz Oberhauser, comme il s'est plus appelé comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à exploiter là-dedans. Mais faut pas non plus faire de la backstory pour faire de la backstory. Faut qu'il y ait quelque chose de propre. C'est vrai que... sur Rami Malek, j'ai pour l'instant, j'attends de voir. Oui. C'est vrai que Spectre avait la faculté de dire en fait il y avait un méchant sur tous les méchants au-dessus de tout le monde, et là ça pourrait être signifié comme un peu facile de faire ça au niveau du film Spectre, de dire que tout est relié et ainsi de suite, parce que quand tu prends Casino Royale, tout ça tu pourrais très bien regarder sans lien, Quantum of Solace aussi, et tu te dis ça pourrait être un peu la facilité de créer une espèce d'organisation où tout est centralisé autour de Christophe Waltz. Mais par contre, tu vois, ça arrive pas avec des gros sabots, c'est plutôt bien amené. Je trouve que on peut y croire si on veut, quoi. On peut y croire, mais après les films se regardent très bien indépendamment les uns des autres, quoi. Je sais que moi j'aime beaucoup Skyfall, c'était vraiment le meilleur de Daniel Craig, sans avoir vu le dernier bien sûr. Pour moi c'était son meilleur. Après Spectre j'ai beaucoup aimé, contrairement je dis pas que Skyfall est mauvais, on est loin de là, il est très bon Skyfall, ça c'est vrai, mais dans l'histoire j'avoue préférer l'histoire de Spectre. Après voilà, Skyfall reste un excellent James Bond, dans le top 3 absolument, et puis même dans les deux meilleurs de Daniel Craig. Et même j'aime bien Casino Royale quand même. Casino Royale il est classe en fait, c'est vraiment la classe
Enfin, surtout quand il sort de l'eau, n'est-ce pas, Gino? C'est dans Casino Royale. Ouais. Bah, est-ce que je vous ai fait une reconstitution fidèle fidèle, incroyable, à s'y méprendre. Il faut savoir, les gens n'ont rien à savoir de nos vacances d'adolescents à l'époque, quoi. Et toi, Rami Malek, que tu as vu dans la bande-annonce, t'en penses quoi? Encore une fois, il faut voir dans le film ce que ça donne. Je sais que toi, tu as un a priori assez négatif sur l'acteur. Moi, j'ai rien contre lui, mais je peux pas dire que je connaisse beaucoup son travail non plus, on va être honnête aussi. Je demande à voir. J'en attends rien de spécial. J'ai pas d'a priori ni positif ni négatif sur lui. Voilà, je demande qu'à être agréablement surpris en voyant le film. Mais effectivement, il paraît que le méchant, mais après ça dépend aussi de l'écriture, peut-être pas que de l'interprétation. Il paraît que le méchant du film est assez léger, hein, donc ça joue en la défaveur du film. Mais encore une fois, il faudra se faire son propre avis. Mais c'est vrai qu'il paraît que c'est un des points faibles du film. Bah ça peut, d'un sens, moi, tu vois, à contrario, ça pourrait me rassurer. Ça pourrait me laisser penser que Christophe Waltz a encore une influence plus forte que Rami Malek dans le scénario, tu vois. Après, je peux me tromper, et que voilà. Mais je me dis, ça peut être un point comme ça, et que peut-être que si c'est les mêmes personnes que le Parisien, tout ça, qui ont regardé Suicide Squad, peut-être qu'ils n'ont pas compris, tu vois. C'est peut-être ça. Ça m'évoque quelque chose aussi, parce que le méchant de... Alors, je sais plus comment il s'appelait, le 5e opus de Mission Impossible. Rogue Nation. Rogue Nation, c'est le même méchant dans Fallout. Donc, ça se trouve, ça sera un peu la même situation, avec effectivement, comment il s'appelle, Henry Cavill, qui était le 2e méchant. Je pense que ils peuvent partir sur un truc un peu similaire. C'est possible. Que Rami Malek soit finalement secondaire en tant que méchant. Avec Henry Cavill, c'était Fallout, du coup, c'est le dernier. C'est ça. Mais c'est le même méchant que dans Rogue Nation. Oui, que sur Rogue Nation, exactement. Voilà. Oui, c'est pour ça que je suis d'accord. Le parallèle est assez rapide. Donc on verra bien. Et j'ai envie de vous dire, quel interprète pour la future saga? Et le réalisateur, pendant qu'on y est. Le réalisateur, je pense, on verra. Là, pour l'instant, c'est des supputations, évidemment. Le réalisateur, là, je suis incapable de te dire qui est-ce que je verrai bien. On peut voir, semble-t-il, on verra, l'avenir va nous le dire, évidemment, mais Christopher Nolan, il vient de rejoindre Universal, qui a les droits de James Bond maintenant. Il a dit clairement, publiquement, qu'il rêvait de réaliser un James Bond un jour. Je pense que c'est quand même un moteur pour le studio. Il y a tous les feux qui sont ouverts pour lui, a priori à terme. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Ce serait pas une mauvaise idée, Christopher Nolan. Alors, ce serait une bonne idée s'il y a son frère à l'écriture. Oui, je suis d'accord. Parce que sinon, James Bond serait que le protagoniste. Et là, il n'aurait peut-être même pas de nom. On pourrait aussi rêver, je sais pas moi, un Cameron, mais Cameron il fera pas un film de commande comme ça, quoi. Non. Ah non. C'est vrai. D'accord. Mais dans la technique, ça pourrait être intéressant, tu vois. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord sur Nolan. Nolan nous va bien. Ouais, mais on pourrait imaginer un autre réalisateur britannique. Je crois qu'il y avait déjà eu, il me semble, à une époque des bruits de couloir. Je pense à Danny Boyle, par exemple. Danny Boyle, oui, je crois que pareil, qui est un fan de James Bond aussi. Je sais pas s'il a réalisé, mais tu vois, sur le travail qu'il a fait, par exemple, sur la littérature anglaise, qu'il a fait sur les derniers Harry Potter, David Yates, pourquoi pas, pourrait être intéressant aussi. Possible. Je trouve que techniquement, ces films sont propres, donc je me dis que ça pourrait, pourquoi pas, rendre quelque chose d'un peu plus coloré à l'univers de James Bond, qui est assez sombre ces dernières années, mais après sans trop de couleurs. James Bond est un personnage qui reste torturé, donc il faut pas non plus ça peut être en termes de réalisation, ça peut être propre, je pense, David Yates. Ouais, d'accord. Moi, si j'avais un réalisateur que je verrais bien pour un James Bond, ce serait le réalisateur de John Wick. Oui. En termes de nervosité, ça apporterait quelque chose de nouveau aussi, quelque part. Ce serait pas déconnant. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Ou alors un truc un peu plus peut-être basique. Basique. C'est un réalisateur qui a une filmographie un peu inégale, mais bon, pourquoi pas, parce que Guy Ritchie, film d'espionnage. Exactement ce que j'allais dire. Ritchie, pourquoi pas. Mais bon, après, c'est qui tout de Guy Ritchie. Souvent, c'est ça le problème. Mais si c'est à la hauteur de ces Sherlock Holmes, franchement, ça peut le faire. Moi, je trouve ça chiant, les Sherlock Holmes. Ah, j'adore, j'aime bien. De Guy Ritchie. J'adore, j'aime bien. Tu vois ça, ou comme alors, il faudrait une réalisation pas aussi nerveuse qu'un Snatch, tu vois, par contre. Tu vois, c'est formidable, Snatch, mais tu peux pas faire une réalisation comme ça sur un James Bond, quoi.
Après, quand je parlais du réalisateur de John Wick, effectivement, il y a tout ce qui est chorégraphie, mais c'est surtout que la réalisation aussi, elle est propre. Il n'y a pas que ça, en fait, derrière. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que si tu as un bon scénario, plus un réalisateur qui sait faire les beaux plans, avec un James Bond, ce serait ultra classe. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Oh, pour le coup, ce serait quelque chose, vraiment quelque chose de nouveau en termes de pattes et tout. Ce serait vraiment pas. Ouais. Je trouve honteux que vous ayez même pas cité Fabien Antoniente pour pour réaliser. Ah bah oui. Un Frenchie, vraiment. L'horreur. Et quel acteur pour incarner James Bond? Quel acteur? Bonne question. Moi, franchement, j'aimerais bien. Je trouverais que Cillian Murphy pourrait faire le job. Tu vois, de toute façon, ce sera. Mais il a quel âge? Je l'adore. Ah ouais, mais il a, je trouve physiquement, il a un regard assez proche de celui de Daniel Craig, et ça pourrait être une continuité s'ils sont dans le fait que Daniel Craig était de rajeunir James Bond dans ses jeunes années, on va dire ça comme ça, et de continuer sur cette. Mais ça pourrait être pourquoi pas Cillian Murphy. Je crois qu'il a à peu près 40 balais, un peu plus peut-être. Ouais. Oui, mais non, il a un peu plus. Mais le problème, c'est que le studio a dans l'idée, j'imagine, c'est de pouvoir faire plusieurs films et donc d'être tranquille pour au moins 15 ans. Et malheureusement, il coche pas la case. Cillian Murphy, c'est con, c'est un très bon acteur en plus. Mais je suis d'accord avec toi en termes de profil, mais en termes d'âge. Après, c'est vraiment en termes de profil sur l'instant T, comme ça, tu me dis, Cillian Murphy reprend le rôle de one shot. Ah bah moi, il y a pas de problème. Je trouve que ça aurait de la gueule, quoi, tu vois. Avec Nolan qui réaliserait, voilà, pourquoi pas. Mais ça pourrait être Tom Hardy aussi, hein, avec Nolan en plus. Tu vois. Il s'est perdu, Tom Hardy, malheureusement. On va en parler pour Tom Hardy, tu vois, j'étais sceptique à l'époque quand il avait fait Mad Max, et il était exceptionnel dedans. Moi, je l'ai trouvé bon. Ah, on est d'accord. Hein? Ah bah oui, mais c'est quoi, 2015? Maintenant, oui. Ouais, je sais plus, Dan George Miller, je sais plus. Ouais, 2015, ouais, ça doit être ça. Voilà, mais ça pourrait être cette idée-là, quoi. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Bah, comme on disait, Tom Hardy, c'est un peu perdu, on va en reparler, mais je le vois pas en James Bond, moi, perso. Même si c'est la génération qui pourrait qui pourrait coller, mais non, je vois pas le truc, en fait, avec lui. En tout cas, je vois pas Clovis Cornillac. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde où on voit pas en James Bond. Ça, c'est clair. Dans la même idée... Dans la même idée, un nom qui était, beaucoup paru il y a quelques temps, mais pareil, je pense que malheureusement, il risque d'être trop vieux maintenant. C'est un mec comme Idris Elba, que j'adore personnellement. Pareil, côté aussi, pareil, tu vas apporter une nouveauté, un James Bond black pour le coup, sympa, quoi. C'est un très bon acteur et tout, mais pareil, il est à peine plus jeune, je crois, que Daniel Craig. Du coup, pareil, comme Cillian Murphy, ça a pas collé en termes d'âge. C'est qui est un peu dommage. Non, sinon, il y a quoi en bruit de couloir qui circule? On a Henry Cavill, que j'adore, mais en James Bond, le problème, c'est que il est déjà connecté Superman, The Witcher. J'ai peur Mission Impossible aussi, pour le coup. Mission Impossible, ouais. Et j'ai peur, du coup, que il incarne pas assez bien le personnage, de manière emblématique, comme a pu le faire Daniel Craig, justement. Enfin, je dis ça là à date, faudrait voir sur plusieurs films, bien sûr, mais je sais pas. Je le vois pas dedans, en tout cas, pas vraiment. Je sais pas trop. Toi, Gauthier, du coup, non, mais je rejoins un petit peu Gino sur Cillian Murphy parce qu'il fait pas vraiment son âge. Après, je sais qu'il est un petit peu plus vieux que ça, mais bon, c'est vrai qu'il est avec Peaky Blinders. Peut-être que c'est facile de le voir en costume, on va dire. Et puis bon, il y a le côté british qui est là, quoi. Mais après, à voir. Au niveau des acteurs. C'est pas évident comme question en fait. Il y a j'ai lu un truc, une idée qui pourrait être, alors pas le footballeur, mais Joe Cole qui joue aussi dans Peaky Blinders. Je crois qu'il joue le rôle d'un frère, je crois, de. Oui. Ouais, il joue John Shelby. Il aurait plutôt, pourquoi pas, il aurait de l'allure, quoi. Il a 33 ans, donc tu vois, c'est 33 ans cette année, donc pourquoi pas, ça pourrait être un acteur qui pourrait, comme tu dis, correspondre aux critères du long terme. Il est britannique, donc il rentre bien dans le rôle. Voilà. Si, j'en avais un autre, mais il faudrait qu'il prenne peut-être un peu plus de muscles, voilà, parce qu'il a fait un peu gringalet, mais Nicolas Hoult. Ouais. Je suis pas. J'aime bien l'acteur, mais en même temps, je sais pas. Je suis pas complètement convaincu. Ou alors Jack O'Connell. Lui, j'aime beaucoup, par contre. Lui, tu vois, ouais.
Ouais, je le verrais beaucoup plus à la rigueur. Enfin, Ouais, je suis en train de regarder, mais oui, comme il a à peu près notre âge et tout, on serait sur un James Bond un peu plus jeune déjà. Et on pourrait voir plus loin finalement avec la personne, quoi. Ah oui. Ah oui, non, franchement, c'est un super acteur. Pour le coup. Par contre, tu me parles de Joe Cole, Gino. Moi, je pense toujours à l'interview de Laurent Paganelli, moi, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, mais. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ouais, oui, exactement. Non, mais après, il y a une palanquée d'acteurs britanniques qui pourraient certainement interpréter le rôle de l'agent 007, mais ouais, là, faut voir quel est le critère, c'est savoir s'ils veulent en faire plusieurs avec le même acteur, et dans ce cas-là, engager une valeur sûre. Après, il y a aussi le côté où si le mec, il fait pas un bon James Bond en premier, il en fera qu'un. Hein. Oui. Tu vois, comme Timothy Dalton ou Lazenby. Oui, c'est sûr. Après, je vais pas spéculer, mais je crois que Lazenby, peut-être je sais plus pourquoi il a pas continué, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire de maladie, quelque chose comme ça aussi. Donc, je n'aurais pas avec mes 10 ans, mais il me semble qu'il y a, j'ai pas fait de recherche pour ça, mais il me semble qu'il y a eu ce genre de situation. Mais le but, quand tu vois qu'il n'y a pas eu autant de James Bond que ça depuis les années 50, 60, c'est qu'ils veulent en faire plusieurs, quoi, avec le même acteur. De donner, on va dire, une continuité à la série et de pas se galvauder, quoi, en changeant d'acteur tout le temps. Oui, l'idée c'est de construire une saga autour d'un acteur, finalement. Ouais, de créer une saga ou alors d'essayer d'imaginer une période de la vie de 007, quoi. Même si c'est toujours anachronique, quoi, mais c'est... Voilà, James Bond, si on se dit qu'il était plus James Bond jeune avec Daniel Craig, c'est un peu anachronique parce qu'il vit avec les gadgets et l'époque moderne, quoi. Donc ça n'a pas de sens vraiment, mais je ne sais pas comment il le voit, quoi. Ok. Eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième news. On va pouvoir quitter James Bond pour l'univers de Dune. Dune qui franchit un cap au box-office. Enfin, passer un cap symbolique d'ailleurs dans sa course au box. Une case qui ne sera pas trop de cocher quand on sait que Warner Bros surveille de près le film, avisant la possibilité de donner le feu vert à une partie 2. Paul Atreides taille son chemin pour le film de Villeneuve, sorti aux États-Unis, programmé pour le 22 octobre en salle et sur HBO Max. Depuis 3 semaines, dans une grande partie du monde, Dune a enfin atteint la barre des 100 millions de dollars au box-office. Néanmoins, cette sortie sera à double tranchant avec la diffusion en SVOD qui brouille le box-office d'un film qui le rend propice au téléchargement illégal. Messieurs, avez-vous vu le dernier bébé de Denis Villeneuve et surtout, est-ce que c'est un succès mérité? Vas-y, j'ai appris. Moi, je l'ai vu, forcément, vu que j'étais avec toi, Gauthier. Yeah. Et pour ma part, en tout cas, j'ai plutôt bien aimé. C'était vraiment un film, comme d'habitude avec Denis Villeneuve, j'ai envie de dire, c'est un film très bien fait, sans véritable fausse note. Les acteurs sont bons, c'est bien mis en scène. Enfin, franchement, il y a tout qui colle. Le scénar est bien. Le seul bémol, effectivement, c'est un mini spoil, mais bon, je pense que ceux qui nous écoutent ont vu le film. C'est-à-dire que, effectivement, le bémol, c'est que le film ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une partie 1. De toute façon, on annonce la couleur dès le début. Mais du coup, le problème, c'est qu'on reste un peu sur notre fin à la fin parce que, on utilise quelque part un petit peu la suite, une partie de la suite, mais voilà, on est là et le film se suffit pas lui-même. C'est ce qui me dérange un petit peu et voilà, c'est le bémol que j'aurais à formuler le bémol principal. Autrement, voilà, un très bon film, donc je suis assez satisfait. Je suis content de son succès parce que je me dis c'est qu'ils vont donner le feu vert à la Warner, le feu vert à la suite, donc qui est indispensable pour comprendre l'univers dans son entièreté. Et donc voilà, donc je encourage ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'auraient pas vu, à aller le voir. Pour ceux qui aiment la science-fiction, moi qui suis d'habitude, c'est un peu un space opéra quelque part, en quelque sorte, et d'habitude, c'est pour mon style de prédilection, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment devant, malgré, encore une fois, un autre petit bémol, c'est une petite, froideur qui se dégage du film. Ça manque peut-être un peu de chaleur. Je sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais voilà. C'est peut-être un autre petit bémol que je pourrais formuler. Ouais, c'est ça. C'est très cadré, c'est très bien fait, du coup, mais ça sort pas trop des sentiers battus, et du coup, voilà, il y a peu de surprises sur la forme, disons. Voilà. D'accord. Et toi, Gino, est-ce que tu as vu le film ou pas du tout? Non, je ne suis pas allé le voir encore. C'est un film que je compte aller voir dans les semaines qui suivent. Moi, je suis plutôt du genre à aller voir les films à
plutôt en fin, comme ça, il y a plus grand monde dans la salle, je suis peinard, tranquille. J'aime bien. Voilà. J'aime bien ça. Mais je compte aller voir ce film Dune de toute façon. Quand on avait évoqué ce film lors des bandes annonces du trailer, lors de notre saison 1 du podcast, franchement, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais pas à d'aussi belles images, bien que je sois pas un des grands admirateurs du travail de Denis Villeneuve en général. Je reconnais par contre sa réal est toujours propre, ça là-dessus il n'y a pas à dire, mais par exemple son Blade Runner, je l'avais moins aimé que celui de base, quoi, celui de Ridley Scott. Voilà, j'avais moins aimé que celui de Ridley Scott, mais par contre il fait du bon boulot, et tu vois, je crois que c'est lui qui fait Premier Contact. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais bien aimé Premier Contact, par contre, de Denis Villeneuve, mais voilà, pour moi, je me dis, ce qu'il y a pas, comme tu parlais de froideur un peu, j'avais ces sentiments-là sur certains plans de son Blade Runner 2049, si je ne me trompe pas de chiffre. Et certaines scènes, voilà, avec les étendues désertiques, tout ça, j'ai un peu peur de ça, tu vois, de ce genre de plan un peu simpliste venant de sa part, des plans, comment on appelle ça, pas des plans séquences, mais des plans larges, des cadres, des plans larges. Oh là là, plans. Désolé. Voilà, c'est ce qui me fait un peu peur, mais après, tu vois, quand tu parles que le film ne se suffit pas lui-même, moi, ça me gêne un peu dans ce genre de prod. Quand tu sais qu'il y a eu un film que je n'ai pas encore vu, mais j'ai vu qu'il était disponible sur Amazon, il faut que je vois celui avec David Bowie, le Dune, il y a quelques années. Donc, il faut que je regarde. Avec Sting, peut-être, pas David Bowie. Avec Sting, pardon, excuse-moi, j'ai du mal avec les chanteurs jamaïcains. Non, voilà. Excuse-moi, c'est pas avec David Bowie, t'as raison, mais c'est avec Sting. Il faut que je regarde celui-là. Voilà, et ça me donnera un premier aperçu de l'histoire, et puis comme ça, je pourrais comparer les deux versions. Mais j'imagine que celui avec Sting se suffit à lui-même, et quand j'entends Mus évoquer cet aspect-là du film, ça me dérange un peu, quoi. Mais bon, j'irai le voir quand même. Je suis curieux, et c'était un film où j'en attendais. Enfin, je savais même pas qu'il allait sortir en 2021, et quand on l'a évoqué, il y a un univers qui peut me plaire. Voilà. C'est vrai que voilà, 100 millions de dollars, personne ne s'y attendait, vraiment. Ouais, mais je pense que ça les mérite. Hein, si les critiques, je sais pas si elles sont élogieuses, elles me semble qu'ils l'ont plutôt été même. Et pour l'instant, il n'est pas sorti aux États-Unis, justement. C'était pour. C'est hors des États-Unis qui est sorti, ouais. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il est sorti que. Bon, il me semble bien avoir vu l'équipe du film. Je crois c'est chez Yann Barthès. Un coup, oui. Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, c'est un gros succès pour le coup. Après, il faut bien voir que en une semaine, Mourir peut attendre a fait 110 millions. Bon, voilà. Dune, ça fait 3 semaines. Et pour information, Venom 2 vient de faire 90 millions en une semaine. Ça donne quand même un aperçu. Il y a vraiment des gens qui ont des sous à perdre pour aller voir Venom 2. C'est un peu ça, ouais. Après, voilà, Dune, moi, je suis en train d'écrire ma critique, là. Ça va sortir incessamment sous peu sur la chaîne. Je fais un peu du teasing et tout. Le placement de produit, c'est pas Red Shadow Legends chez nous. NordVPN. NordVPN. Non. Pour le coup, j'en dirai un peu plus sur la chaîne par la suite sur le film. Mais voilà, globalement, oui, j'ai bien aimé. Et je suis un peu d'accord avec Meus sur l'ensemble de sa critique, c'est-à-dire que c'est parfait au niveau des plans, mais ça manque de personnalité quelque part. Est-ce que c'est pas trop parfait justement? C'est le côté qu'on peut reprocher. Enfin moi c'est ce que je peux des fois reprocher à Denis Villeneuve. On va se plaindre des fois, on va dire c'est dégueulasse ce genre de choses sur d'autres réalisateurs. Lui on va dire que c'est trop parfait, mais c'est peut-être le côté un peu trop. Voilà, il joue un peu trop sur l'image et peut-être au détriment du scénario parfois. Voilà, c'est. Ouais, mais c'est pour ça que bon. Et c'est un peu particulier parce que on aime forcément Dune à la fin du visionnage et on se dit. Ouais, mais j'ai peur d'oublier le film parce qu'il n'a pas été si marquant que ça, en fait. C'est ça, peut-être, le problème sur Denis Villeneuve avec ce Dune. Ça manque de prise de risque. Ouais, et on parle de Dune, quoi.
on a envie d'épique, on a envie de plein de choses en fait. Et à la fin, on est un peu frustré que ça coupe et en disant, la partie 2, tu peux aller te faire foutre, c'est pas maintenant. Donc voilà, c'est un peu, je caricature un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Donc, puis je sais pas, tous ces films finalement se ressemblent un peu trop quelque part. Ils sont bien faits, c'est ça le paradoxe, mais du coup, je sais pas, c'est hyper calibré, mais qualitativement. Mais le problème, encore une fois, il sort pas des sentiers battus. C'est toujours très balisé. Et pour le coup, comme tu dis, c'est pas assez marquant, c'est pas marquant autant que ça devrait l'être, en tout cas, ou que ça pourrait l'être. Et c'est ça, globalement, que j'en ressors du travail de Denis Villeneuve, en tout cas. Mais bon, ça reste bien. Hein. Oui, complètement. C'est le genre de film, tu l'achètes en Blu-ray 4K à la maison et il fait partie de la bibliothèque. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Ça reste une valeur sûre. Oui, voilà. Après son travail, voilà. C'est exactement ça. Donc voilà, en tout cas, succès mérité. Ces gens un peu bobos vous disent Blu-ray 4K, mais si vous avez moins de moyens, vous pouvez l'acheter en DVD aussi. Je vous rassure. Non, DVD en VHS, c'est n'importe quoi. La VHS, il faut avoir un magnétoscope quand même. On pourrait faire un débat un jour, un spécial. Ah oui. Parce que honnêtement, ceux qui achètent des DVD, je ne vous comprends pas. Vous avez le choix maintenant entre 1080p, voire maintenant, c'est combien le Blu-ray 4K déjà 2000 ça peut être cher, mais tu peux en trouver des fois à 10-15 balles, vraiment, faut bien tomber, mais c'est rare. On va dire, on est plutôt au moins à 20 balles, voire 25. Là, je parlais pas du prix, je parle de la résolution. Et vous achetez des DVD en 480p. Mais arrêtez, ça doit être pixelisé de ouf avec les nouvelles télé. C'est un beau débat qu'on aura l'occasion de refaire. On aura une autre fois, je pense. Mais on fera un spécial. Mais n'empêche que oui, c'est aberrant. On fera un spécial VOVF. On fera un spécial, voilà. Ah oui, ça marche. En tous les cas, on va passer à la troisième news. Et cette troisième news elle concerne aussi un monstre du box-office du moment, puisqu'il a fait 90 millions en une semaine. Venom, Let There Be Carnage, les premiers avis. Je vais vous quitter alors. Les premiers avis sur le retour du symbiote sont tombés. Dire qu'on attend avec peur sincère et joie malsaine Venom Let There Be Carnage serait un euphémisme. En 2018, Venom avait déclenché un rejet gastrique unanime de notre part, blockbuster ultra aseptisé, en pilote automatique transformant cette entité extraterrestre cruelle en animal compagnie rigolo, pour un Tom Hardy à peine convaincu lorsqu'il joue Eddie Brock. La perruque de Woody Harrelson à la fin de ce premier volet, des aventures de la tache de goudron en CGI, nous avait déjà alerté sur le potentiel navet du même acabit qu'il allait être la suite. Impression devenue certitude après la mise en ligne des bandes annonces et son classement en PG-13 aux États-Unis, malgré les tentatives d'Andy Serkis pour nous rassurer. Autant nous dire qu'on a le couteau entre les dents et le sac à vomi entre les jambes. Les premiers tweets sur ceux qui ont vu le film. Alors, je vais vous les lire parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Donc, Venom 2 contient des moments vraiment charmants et divertissants, particulièrement la dynamique entre Eddie et Venom, mais le film se perd un peu dans son carnage. Il y a trop d'idées et le film file à travers tout ce bazar jusqu'à la fin. Deuxième avis, Venom 2, c'est simple. Vous avez aimé le premier film ? Perso, non. Dommage que nous n'ayons pas aimé. Vous allez en tout cas adorer celui-là. Et c'est ainsi que vous vous sentirez comme une version plus vite et plus forte que le premier volet, que j'avais apprécié à l'époque, immédiatement oublié après l'avoir vu, rigolo et frivole. Alors, troisième avis, parce qu'en fait, finalement, ils sont pratiquement tous positifs. Venom 2 va encore plus loin que son prédécesseur dans la logique de buddy movie absurde. Andy Serkis ne baisse jamais le régime niveau humour comme action, même si ça retombe pas toujours sur ses pattes. La performance de Gonzo ou de Tom Hardy est encore et toujours un sommet, et Woody Harrelson savoure chacun de ces moments de sadisme. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ces retours? Est-ce que vous les avez tous lus ou pas du tout? Et est-ce que Venom 2 vous intéresse? Vas-y, Meus, je t'en prie. Déjà, le film donc Venom 2, moi j'ai mon fameux théorème, un film qui dure
moins d'une heure et demie, en général, c'est de la merde. 9 fois sur 10. C'est-à-dire que t'as pas été foutu de pondre un scénario qui tienne au moins 90 minutes. En général, ça sent vraiment mauvais. Hors film, genre adaptation d'une pièce de théâtre type, Le Dîner de con, typiquement, voilà, qui dure 1h15, qui suffit à lui-même, évidemment. Mais hormis des cas comme ça, 9 fois sur 10, quand ça dure moins d'une heure et demie, ça sent mauvais. Voilà, on trouve des exceptions, donc, mais la majeure partie des cas, ça pue. Et celui-là va pas faire exception, à mon avis, dans le sens où déjà les critiques US, enfin les mots qui ressortent le plus, hein, comme l'a souligné un internaute, c'est les mots stupides et amusants. En gros, c'est fun, hein, ça vole pas haut, c'est complètement con, mais bon, voilà, on se divertit, hein, on débranche le cerveau. Alors, débrancher le cerveau, je suis un adepte aussi de temps en temps, ça fait du bien, hein, le film Popcorn, mais là, ça a l'air juste débile, quoi, nul à chier, ça va encore être de la bouquille numérique comme le premier, c'est un film sans âme, enfin... c'est du McDo, mais en mode dégueulasse, du McDo avarié, tu vois, ça pue la merde d'avance. Je vais peut-être du coup le regarder un de ces quatre juste pour me faire du mal et pour voir l'étendue des dégâts, parce que une sorte de curiosité malsaine, tu vois, pour voir à quel point ils l'ont salopé le truc. Mais tu vois, tu dis Carnage. Moi, je suis pas aussi fin connaisseur du comics que tu peux l'être, par exemple, Gauthier. Mais Carnage, c'est un être sanglant, violent, etc. Ça doit être hyper gore, normalement, quelque part. Vraiment trash. Enfin, voilà, c'est un violeur, ça doit être limite un film horrifique. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un monstre littéralement dans tous les sens du terme, tu vois. Et là, ça va être juste un méchant qui est un peu plus gros que Venom, qui est rouge et puis qui va se battre contre lui. Puis spoiler alert, il perd à la fin, j'imagine. Tu vois, enfin, voilà, incroyable quoi. Enfin, un film qu'on n'a jamais vu avant quoi. Et non, franchement, ça pue la merde. C'est incroyable de faire ça en 2021. Mais le problème, c'est que les producteurs là, ils font sur les réseaux sociaux, ils ont même des algorithmes maintenant. C'est quoi qu'attendent le plus globalement les internautes? Ah, ils veulent du fun, un film où on s'amuse bien, on rigole. Eh bien, on va faire ça, voilà, on impose ça au réalisateur, et derrière, on a un truc, enfin, on a de la merde, quoi, c'est tout, c'est de la merde. Mon côté Jean-Pierre Coff qui ressort, là, tu vois, mais, enfin, bref, je pense que, alors, on avait descendu, plus ou moins à raison, enfin, plus à raison qu'à tort, on est descendu The Suicide Squad, mais alors là, celui-là, je pense qu'il peut péter des records de médiocrité. Celui-là, franchement, et c'est pour ça, ouais, ça c'est vu d'avance, et j'ai quand même de la peine pour Tom Hardy, mais Michelle Williams, qui sont en plus de bons acteurs. C'est vraiment pour payer les factures. Même Woody Harrelson. Oui, c'est vrai, exactement. C'est vraiment pour le chèque qu'ils y sont allés. Ça se sent. Franchement, après, je vais pas leur jeter la pierre. J'aurais sûrement fait pareil à leur place, mais franchement, de les voir se perdre là-dedans quand tu connais leur filmographie, ce dont ils sont capables de faire. Moi, ça fait mal au cœur. Et c'est un beau gâchis à la fois de l'univers et des acteurs. Donc, bref, hâte d'aller le voir pour voir vraiment le massacre. Vraiment, juste pour ça. Et les retours nous annoncent aussi qu'il faut rester jusqu'à la fin du générique. On se demande pourquoi. Ah bah oui. On va faire une trilogie. Ah là là. On l'avait pas vu venir non plus, ça. Mais tu vois, qui fait... Attends, on en a parlé. Dans un Marvel. Oui. Ouais. On en avait parlé, Meus, mais je pense que j'ai vraiment mis le doigt sur ce qui va arriver. Bref. Attends, c'était avec Spider-Man, c'est ça, non? Ouais, il y a un crossover qui va s'annoncer là-dessus. C'est sûr, mais c'est sûr. Oui, ouais. Non, mais t'as sûrement raison. Ouais. Il y a des choses. Alors, apparemment, en plus, ça aurait fuité, donc je pense que j'ai vraiment mis le doigt dessus. Bref. Ouais. Gino, toi, qu'est-ce que tu penses de Venom? Et je suis pas forcément vu film, hein, parce que tu l'as peut-être pas vu. Je pense surtout au personnage, si tu connais bien ou pas du tout. Bah écoute, moi Venom, pour moi le seul Venom que j'ai vu, moi c'était celui dans Spider-Man 3, tu vois, dans ceux de Sam Raimi. Voilà, c'était très bien traité, suffisamment. Moi, ça m'allait très bien comme ça. Un peu court. Ouais, c'est vrai, mais ça passait, si tu veux, quoi. Ça passe. Et Venom, ils n'ont pas fait un antagoniste principal de Spider-Man. Ça pourrait en être un. Mais je pense que c'était plus respecté que ce qu'on a fait là, ce qu'a fait Sony avec ses gros doigts sales là-dessus. Il ferait mieux de continuer à produire des PlayStation 5 vu qu'il manque des commandes plutôt que de produire des merdes comme ça. Tu vois, il devrait se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Mais non, honnêtement, j'ai pas changé d'avis par rapport à la fois on avait évoqué les trailers. C'est de la merde. C'est pour moi c'est pour moi l'équivalent de Aya Nakamura à la musique. Tu vois, c'est un peu, on est dans le même genre. Tu vois, c'est tant que, comme dirait Ganesh, tant que ça fait du fric, on produit. Voilà. Donc non, ça sera sans moi. Le premier Venom déjà, même sur les plateformes Canal, tout ça, quand il passait, ça m'intéressait mais absolument pas.
Et là, encore moins le 2, quoi. Le trailer, je m'en souviens encore. Il était d'un ridicule, mais à souhait, quoi. Le premier, c'était une horreur. Vrai que... Ouais, mais déjà, rien que ça, quand on entendait les critiques du premier, on est d'accord, c'était une horreur. Je l'ai pas vu, mais je fais confiance je vous fais confiance à vous. Et je te rejoins, Gino. Et là, quand je vois les critiques du 2, mais avec les critiques qu'on a entendues sur The Suicide Squad, mais enfermez-les, ces gens-là, c'est pas possible. Faut qu'ils arrêtent d'aller au cinéma, qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent. Je sais pas, qu'ils aillent au musée. Non, ils seraient capables de critiquer des belles œuvres. Donc non, pas le musée, pas la musique. Qui commande de la politique, j'en sais rien, quoi, mais qui fasse autre chose que de commenter le cinéma, c'est pas possible. Non, mais merde. En 2 semaines, on nous apprend que The Suicide Squad et Venom 2, c'est des chefs-d'œuvre. Non, mais faut arrêter, quoi. À un moment donné, non, mais après, on va limite nous faire passer des films, je sais pas, comme Le Pont de la Rivière Kwai ou Terminator 2, comme des merdes. À côté de ça, quand tu entends les critiques, faut arrêter, quoi. Non, mais non, ça sera sans moi. Donc, et je vous interdis, voilà, de me dire, on va au cinéma pour faire un spécial Venom 2, c'est mort. C'est mort, le commentaire, ça vous intéresse. Juste par rapport à ce que tu disais, Gino, je te rejoins complètement concernant justement l'adaptation de Venom. Spider-Man 3, c'est la meilleure adaptation de Venom pour l'instant, malgré ses défauts. Malgré ses défauts. Sans être un expert du comics ou quoi que ce soit, je trouve que c'était suffisamment traité. On peut très bien regretter de ne pas avoir vu assez Venom dans son état de Venom, justement, je sais pas si je peux le dire comme ça, dans le film de Sam Raimi. Mais Eddie Brock, le personnage, était tellement bien exploité, je trouvais, moi, à l'époque, sur ce film-là, que on pouvait percevoir Venom déjà dans son esprit, quoi. Là, ça arrivait. C'était et puis il y avait la crispation aussi avec cette espèce de matière comment on appelle ça, le symbiote, c'est ça? Le symbiote, qui commence tu vois petit à petit qui arrive et tu sais pas quand est-ce que ça va vraiment se déclencher. Donc il y avait cette appréhension-là. Je trouvais ça sympa, mais c'était bien traité. Que là, ça, comme tu dis, c'est pour faire du fric, quoi. C'est affreux. Mais de toute façon, les productions d'aujourd'hui entre Marvel, DC et ça. Je suis désolé, je commence à saturer, quoi. C'est pas possible, faut arrêter. On te rejoint là-dessus. Ouais. Effectivement. Eh bien, écoutez, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à toutes ces news? Non, mais bon, quand tu vois ça, en tout cas, ça donne pas envie de retourner au ciné. Mais je vais quand même y aller pour me faire du mal. Non, mais non, mais j'irai pas. J'irai avec toi, je suis bien content. Moi, je pouvais, avec les actus dont on a parlé, moi, je suis bien content que, au milieu de tout ce marasme cinématographique, on ait un nouveau James Bond qui sorte, voilà, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, une lueur d'espoir au moins pour 2021. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Est-ce que tout est... On pense très fort à la famille de Bernard Tapie. Voilà. Courage. Et puis, je salue le boss. Personnage important. Rappelons que Bernard Tapie a été aussi acteur. Le commissaire Valence. Commissaire Valence, formidable. Oui. Juste après sa peine de prison. Et comédien, vol au-dessus d'un nid de coucou. Exactement, tout à fait. Voilà, un petit mot pour vu que nous sommes dans l'actualité. Voilà. Je tenais à le dire. Toujours. Ciao, nanar. Ciao, nanar. Ouais. Ciao, mon pote. Ta gueule, Jean-Louis. En tous les cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Salut, à la prochaine, bye. Avant que ça empire, il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi.